Salut à tous, bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la notion de formulaire. Pour commencer, j'ai mis pour vous un petit exemple pour que vous voyez à quoi va ressembler un formulaire. Ici, on a un formulaire où on peut entrer des données, où on peut cocher des cases, choisir, etc. Tout au long de cette vidéo, on va s'appuyer sur cet exemple pour réaliser notre formulaire. Pour faire un formulaire en HTML, on va utiliser la balise form. On va sur la documentation et on va chercher la balise form. Ici, on dit que l'élément HTML form représente une section d'un document qui contient des contrôles interactifs permettant à un utilisateur d'envoyer des données à un serveur web. En bas, on a un petit exemple où on a un formulaire, la balise form. Ensuite, à l'intérieur, on a 3 divs. Et ensuite, à l'intérieur des divs, on a d'autres éléments qui sont des labels et des inputs. Donc, l'élément form va permettre de définir le formulaire. En bas, on a des attributs. On a 2 attributs, action et méthode. On va, pour commencer, définir notre formulaire dans notre éditeur de texte. Ici, je vais définir mon formulaire avec la balise form. Et automatiquement, il me met l'attribut action. L'attribut action va permettre de recevoir la page qui va effectuer le traitement des données de notre formulaire. Cela va se faire avec des langages serveurs comme par exemple le PHP. Mais dans cet exemple, on va le laisser vide parce que nous, on ne va pas utiliser le PHP. Ensuite, on a un autre attribut qui est l'attribut méthode. Cet attribut va indiquer la méthode pour envoyer les données dans la page qui va recevoir le traitement. Il peut être soit get, soit post. Mais comme nous, on ne va pas utiliser le PHP, donc nous, on ne va pas le mettre. Ensuite, on a un attribut classe qui sert à cibler le formulaire en CSS. Et encore une fois, on ne va pas utiliser l'attribut classe. Ensuite, on a des divs qui permettent de diviser le formulaire en 3 parties. Comme vous pouvez le voir, on a une première partie pour entrer le nom, ensuite notre email et enfin notre bouton. Vous voyez que à l'intérieur du label, on a cette phrase-là qui est ici. En fait, le label est un élément qui va permettre d'indiquer une étiquette comme pour décrire ce que va recevoir ce champ. Si on recherche plus en profondeur, à quoi sert l'attribut label? Ici, on dit que l'élément HTML label représente une légende pour un objet d'une interface utilisateur. Il peut être associé à un contrôle en utilisant l'attribut for ou en plaçant l'élément du contrôle à l'intérieur de l'élément label. Donc, vous voyez que les labels servent à définir une étiquette pour un champ. Donc, nous, on va définir un label. À l'intérieur du label, on va mettre nom, tout simplement. L'attribut for va permettre de relier le label à son input grâce à la valeur qu'on va donner à l'attribut for et à l'attribut ID. Nous, on va mettre nom en attendant qu'on mette notre input. Ensuite, on va définir une input qui est un champ de saisie. Si on cherche en profondeur à quoi sert l'élément input, ici, on dit que l'élément HTML input est utilisé pour créer un contrôle interactif dans un formulaire web qui permet à l'utilisateur de saisir des données. Les saisies possibles et le comportement de l'élément input dépend fortement de la valeur indiquée dans son attribut type. Donc ici, vous voyez qu'on a d'abord le label, ensuite on a un input. Et à l'intérieur de l'input, on a un attribut type qui permet de définir le type de champ. On a le ID qui va permettre de relier le champ à son label et l'attribut name qui va permettre de nommer la valeur qui va être envoyée dans la page qui va recevoir le traitement, comme par exemple dans le PHP.
Ensuite, on a un autre attribut, required, qu'on va voir juste après. Et ensuite, on a d'autres attributs. Nous, on va juste mettre input et notre ID qu'on va donner à la même valeur que for, à savoir le nom. Et ensuite, je vais définir l'attribut name qui est très important dans le traitement de votre formulaire. Je vais le mettre aussi à nom. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche dans mon navigateur, vous voyez que j'ai bien un nom et un champ de saisie. Maintenant, remarquez que si je clique sur le nom, le champ de saisie va être automatiquement sélectionné. Pourquoi? Ça, c'est grâce à l'attribut for et ID. Si je l'avais enlevé, je vais l'enlever. Et si j'enregistre maintenant et que j'affiche, là, vous voyez que si maintenant je clique, il ne va rien se passer. Ça, c'est parce que j'ai enlevé le ID et le for. Je vais les remettre. OK. Maintenant, si on se base sur notre exemple, on vient de définir un champ saisie non. Et maintenant, je vais définir un champ adresse. Je vais mettre une balise BR pour passer à la ligne. Ensuite, je vais mettre un autre label. Je mets adresse. À l'intérieur, je mets encore adresse. Et là, je vais mettre une input de type texte. Et à l'intérieur, je mets l'ID pour le relier à son label avec la même valeur, adresse, et l'attribut name avec la valeur adresse. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, vous voyez que là, j'ai bien deux champs, nom et adresse. Si on se base maintenant sur notre formulaire et que maintenant on veut ajouter un code postal avec que des chiffres, là, on peut utiliser une input, mais cette fois, on va devoir changer le type. Si on se rend sur notre documentation et qu'on descend plus sur les types d'input, on va voir qu'il y a plusieurs types. Pour notre code postal, on va utiliser le type number. On dit que number, c'est un contrôle qui permet de saisir un nombre. Donc, on va mettre un autre label. On va mettre code P pour code postal. Je mets code postal. Ensuite, je mets mon input. Cette fois, je ne mets pas texte, je vais mettre number. Et là, je vais définir mon attribut ID pour relier avec mon label et l'attribut name avec la même valeur. Ensuite, j'enregistre et j'affiche. Maintenant, vous voyez que j'ai un champ code postal. Mais maintenant, si j'essaie de taper des lettres, il ne va pas accepter. Il ne va rien écrire. Par contre, si je tape des chiffres, il va bien les accepter. Et j'ai même deux petites flèches qui me permettent d'incrémenter et de décrémenter mon champ. Comme ça, je peux rajouter, je peux enlever un point. Là, maintenant, on vient de créer trois champs. Si je retourne, on va créer un champ email. Je vais mettre un BR pour passer à la ligne et je vais rajouter un label. Je vais mettre email. À l'intérieur, je vais mettre votre email. Je vais rajouter un input. Cette fois, je vais changer le type. Si on retourne de la documentation et qu'on regarde les différents types, il y a un type qui s'appelle email. C'est un champ qui permet de saisir une adresse électronique. Donc, ça, ce sera parfait pour entrer une adresse électronique. On va mettre email. Et encore, on va mettre notre ID.
le name et je mets un BR. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, maintenant, j'ai un champ qui permet de recevoir un email. Avant, on va créer un bouton, comme ici, un bouton envoyer. Pour cela, on va utiliser un input de type submit. Si on regarde le type submit, ça dit que c'est un bouton qui envoie le formulaire. Si je mets un input et que à l'intérieur du type, je mets submit, là, je vais créer un bouton. Mais il faut que je rajoute un deuxième attribut pour pouvoir préciser l'étiquette sur le bouton. Je vais mettre l'attribut value et je vais mettre envoyer. Maintenant, si j'affiche ma page, ici, vous voyez que j'ai bien un bouton envoyer. Et ce bouton, si je clique dessus, la page va juste se recharger parce que dans mon attribut action, je n'ai rien défini. Si j'avais défini une page, il allait m'envoyer sur cette page. Si par exemple, je rentre un prénom, Do, si dans l'adresse, je vais mettre 12e avenue. Dans le code postal, je vais mettre des chiffres. Et dans l'adresse email, si par exemple, je mets juste Jeanne Do, comme ça. Si maintenant j'essaie d'envoyer le formulaire, il va me renvoyer une erreur qui va me dire que je dois inclure un arrobase dans mon champ email. Parce que j'ai défini le champ email de type email. Donc, mettre le type dans un champ permet de définir le comportement du champ. Les données qui vont être saisies dans le champ vont être définies en fonction de son type, comme dans le code postal où je ne peux pas rentrer des lettres, juste des chiffres. Maintenant, si on retourne dans la documentation et qu'on descend en bas, vous voyez qu'on a plusieurs attributs comme autocomplete, autofocus, disable. Cet attribut-là va permettre de désactiver par défaut un champ. Si ici, dans le nom, je mets disable comme ça et que j'affiche, vous voyez que mon champ nom est désactivé. Je ne peux pas la sélectionner, je ne peux rien rentrer dedans. Il est par défaut désactivé. Je vais enlever. Maintenant, on a aussi l'attribut required qui permet d'indiquer que le champ doit être renseigné avant d'envoyer le formulaire. C'est-à-dire que si on renseigne l'attribut required ici et que dans mon formulaire, je rentre une adresse, un code postal et un email, comme ça, et que j'essaie d'envoyer le formulaire, il va me dire que je dois renseigner ce champ. Si j'avais pas mis l'attribut required, ça aurait pas causé de problème. Mais grâce à l'attribut required, ça va me permettre d'indiquer que ce champ doit être renseigné avant d'envoyer le formulaire. Maintenant, dans notre exemple, ici, on a un pays. On va devoir choisir un pays dans une liste déroulante. On va faire ça en HTML. Pour cela, on va utiliser la balise select. On dit que l'élément HTML select représente un contrôle qui fournit une liste d'options parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir. Vous voyez, en bas, on a un petit exemple. On a un label. Ensuite, on a l'élément select. À l'intérieur, on a d'autres attributs options. C'est cet attribut-là qui va permettre de définir chaque valeur qui va être dans le menu déroulant. On va faire un exemple. Avant, ici, on va créer un label pays et ensuite, on va définir l'élément select. On va mettre le nom, pays, l'ID pour lier au label, pays. Et à l'intérieur, on va mettre des balises options. On va mettre comme ici. Par défaut, au début, on met toujours un choix par défaut.
Comme par exemple, ici, je peux mettre sélectionner un pays. Et en bas, je vais définir des pays. Je vais mettre Canada, France, Cameroun, Japon. Oups, j'ai oublié le Cameroun ici. Japon. Et je vais mettre aussi ici États-Unis. OK. Là, maintenant, on a 5 pays. Je vais mettre un PR à la fin pour passer à la ligne. Maintenant, si j'affiche, ici, vous voyez qu'on a bien une liste déroulante où on peut choisir des pays. On peut choisir n'importe quel pays. Il va automatiquement être dans le champ. Ensuite, dans l'exemple, on a des cases à cocher. On va faire ça en HTML. Pour cela, on va utiliser un input, mais d'un autre type qui est les checkbox. On dit que c'est une case à cocher qui permet de sélectionner ou de désélectionner une valeur. Si on clique dessus, vous voyez qu'on dit que les éléments input de type checkbox sont affichés sous la forme de boîtes à cocher qui sont cochées lorsqu'elles sont activées. Elles permettent de sélectionner une ou plusieurs valeurs dans un formulaire. Vous voyez, ici, on a un exemple. On a un paragraphe qui contient le texte ici. Ensuite, on a les inputs et les labels qui sont dans les divs. Mais remarquez que les inputs se trouvent avant les labels, comme dans le résultat où on voit d'abord les cases à cocher et ensuite l'étiquette. On va faire un exemple. On retourne dans notre code et on va définir un paragraphe. On va mettre un centre d'intérêt. Et ensuite, on va mettre un input de type checkbox. Ensuite, on met le name qui est, dans notre exemple, on a d'abord sport. Ensuite, l'ID, sport. Maintenant, on va définir le label sport et sport. Et on fait la même chose encore une fois. Checkbox, name, cinéma, ID, cinéma, et on met le label cinéma. Et on va rajouter un dernier. On va mettre input, checkbox. OK, maintenant si j'enregistre et que j'affiche dans mon navigateur, vous voyez que ici, on a bien un ensemble de cases à cocher. Je vais mettre des retours à la ligne. Maintenant, ici, vous voyez bien que j'ai 3 cases à cocher où je peux cocher plusieurs valeurs. Ensuite, on va faire un dernier, le premier qu'on n'a pas encore fait. Vous voyez qu'on a civilité qui permet de choisir un seul parmi 3 choix.
On va faire ça. On va le mettre au début. Ici, on a utilisé des inputs, mais cette fois, d'un autre type. Si on retourne dans la documentation sur les types d'input, on voit juste en bas qu'on a un type radio. C'est un bouton radio qui permet de sélectionner une seule valeur parmi un groupe de différentes valeurs. Si je clique dessus, on dit que les éléments input dans l'attribut type radio sont généralement utilisés pour construire des groupes d'options parmi lesquels on ne peut choisir qu'une valeur. Ici, on a un exemple. Vous voyez qu'au début, on a un paragraphe. Ensuite, on a, à l'intérieur de div, on a un input et un label. C'est comme le checkbox. Mais remarquez que on a mis le type radio. Ensuite, on a mis un ID qui est relié au label ici. On a mis un nom, drone. On a mis une valeur, UA. Et ensuite, dans l'autre, remarquez que les names sont pareils. Ça permet de sélectionner qu'un seul parmi les trois valeurs. Si on choisit le premier, c'est cette valeur-là qui va être envoyée au serveur. Sinon, ce sera celle-là. Maintenant, on va faire un exemple. On va mettre un paragraphe. On va mettre civilité. Et en bas, on met un input de type radio avec un ID, monsieur. On va mettre un nom, un name, civilité. On va l'appeler civilité. Ensuite, on va mettre value, monsieur. En bas, on va mettre le label qui va prendre la même valeur que le ID. Ensuite, on va mettre juste un M. On va rajouter un autre choix. Ici, on va mettre un input, radio, un ID pour madame. Ici, ensuite, on va mettre le même nom, civilité. Et enfin, la valeur, madame. Et le label, madame et madame. Maintenant, on va mettre un retour à la ligne ici, à la fin, et on affiche. Maintenant, vous voyez que j'ai bien mes deux boutons radio où je peux sélectionner qu'une seule valeur. Ça, c'est grâce aux attributs name qui sont pareils. Si ils étaient différents, si par exemple j'avais mis civilité 1 ici et que j'enregistre, vous voyez que mes deux pourraient être sélectionnés, ce qui n'est pas l'objectif des boutons radio. Donc, il faut toujours s'assurer que les deux valeurs soient les mêmes pour le name. Vous voyez, remarquez que dans le formulaire, c'est encadré avec un titre. Ça, c'est grâce à un élément qui s'appelle field set. Si on retourne sur notre documentation et qu'on cherche l'élément field set, ici, vous voyez, on dit que l'élément HTML field set est utilisé afin de regrouper plusieurs contrôles interactifs ainsi que des étiquettes dans un formulaire web. Vous voyez que ici, on a mis un field set qui permet d'encadrer toute cette partie-là et à l'intérieur, on va mettre une légende qui est le titre de la section. Si maintenant, je vais entourer mon formulaire ici, en haut, de field set, et je vais mettre toute cette partie-là là-dedans. Ici, je vais copier et coller ici. Maintenant, au début, je vais mettre une légende coordonnée. Si j'enregistre et que j'affiche, là, vous voyez que
j'ai bien un formulaire avec une section qui s'appelle coordonnées. Ensuite, si on regarde sur notre exemple, on a aussi une autre section qui s'appelle message. On va essayer de reproduire ça. On va créer une autre section avec une autre field set et on va mettre légende, message. OK? Donc, pour faire ce champ-là, on voit que c'est un grand champ qui est réparti sur plusieurs lignes. On va utiliser un autre élément qui s'appelle textArea. Si on retourne sur notre documentation et qu'on cherche l'élément textArea, on dit que l'élément HTML textArea représente un contrôle qui permet d'éditer du texte sur plusieurs lignes. Vous voyez qu'on a défini un label. Ensuite, on a mis une textArea dans laquelle on a mis un ID qui est lié au label, un name et un attribut row et cause. On va faire ça dans notre éditeur. On va mettre textArea. On va mettre un message. Dans l'ID, on va mettre un message. Et par défaut, vous voyez que les attributs cause et row sont de 30 et 10. Cet attribut cause sert à indiquer le nombre de colonnes sur lequel notre textArea va être réparti et le row va indiquer le nombre de lignes. Si on enregistre et qu'on affiche ici, vous voyez que j'ai bien un champ de saisie qui est plus grand que l'input et qui est réparti sur plusieurs lignes. Je peux l'agrandir sur plusieurs colonnes ou sur plusieurs lignes manuellement. Et aussi, je peux rajouter un label. Je vais rajouter un label. Par exemple, je vais mettre commentaire. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, vous voyez, j'ai bien commentaire ici. Mais il apparaît juste en bas. On peut changer l'aspect avec le CSS, mais on ne va pas le faire dans cette formation. Ensuite, on a deux boutons. Donc, il faut savoir que en HTML, on peut définir plusieurs types de boutons. D'abord, on a déjà défini un bouton envoyer ici qui permet d'envoyer les données du formulaire. Si on retourne dans la documentation ici, vous voyez qu'au début, on a un type button qui sert à définir un bouton sans comportement défini. Si j'avais défini un bouton à la fin ici, par exemple, je vais mettre un input de type button. À l'intérieur, je vais mettre une valeur. Rien. Je vais mettre juste rien pour que vous voyez que ce bouton-là ne fait rien. Vous voyez, ici, si je clique, il ne va rien se passer. Mais on pourrait rajouter des actions avec d'autres langages comme le JavaScript, par exemple. Il y a aussi une autre façon de créer un bouton en HTML avec l'élément button. Si on va sur la documentation et qu'on cherche l'élément button, on dit que l'élément HTML button est utilisé afin de créer un contrôle interactif ayant la forme d'un bouton qui pourra être utilisé dans le formulaire ou dans le document. Si je mets button et que je mets valider à l'intérieur et que j'affiche, vous voyez que j'ai bien un bouton validé qui va me permettre d'envoyer le formulaire. Vous voyez que aussi il prend un attribut type qui permet de définir un type, comme pour les inputs. Si on descend pour voir les différents types, on a submit, c'est la même chose que si on définissait un input de type submit. Reset, ça va permettre de réinitialiser le formulaire si on met un type reset. Aussi, on peut mettre un input de type reset. Et aussi, si on met un type button, le bouton ne va rien faire, il va se comporter juste comme un bouton normal. Il ne va pas permettre d'envoyer le formulaire. Si on met le type menu, le bouton va ouvrir un menu. Maintenant, vous voyez, si par exemple je mettais le type
button et que j'affiche, si je clique, vous voyez que le bouton allait rien faire. Il est exactement comme le bouton rien. En fait, c'est le type qui va déterminer le comportement du bouton. Si je mets submit, il va se comporter comme un bouton de formulaire. Si je mets reset, il va réinitialiser le formulaire. On va faire un exemple. Je vais mettre réinitialiser. Si je rentre par exemple ici un nom, Do, et que je rentre une adresse, un code postal, etc. et que je clique sur réinitialiser, vous voyez que automatiquement, il enlève toutes les données que j'ai mis dans le formulaire. Donc là, maintenant, on va bien mettre tout. Ici, on a réinitialisé. On va mettre le bouton envoyer en bas. Ici, on va l'enlever. On va l'enlever ici. Et on va le mettre ici. Ici, vous voyez, on a un formulaire qui ressemble pas mal à notre exemple ici. Maintenant, si on analyse plus en profondeur les types de l'élément input, vous voyez qu'on a vu le type button, le type checkbox. Le type color permet de définir une couleur. En fait, ça va nous permettre de choisir parmi une grande palette de couleurs. On va faire ça. On va mettre une autre section pour essayer d'autres types. On va juste mettre autre. Et ici, je vais mettre un input de type color. J'enregistre. Vous voyez, en bas, j'ai une palette qui me permet de choisir parmi beaucoup de couleurs. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on a le type date qui permet de saisir une date. Par exemple, je mets label. Je vais mettre date N pour date de naissance. Date de naissance. Je mets un input de type date. Je mets ID, date. Je mets nom, le name, date. Maintenant, si j'affiche, vous voyez que j'ai bien un champ qui permet de recevoir des dates. On a un format, année, mois, jour, et on a même une petite icône qui nous permet mieux de choisir la date qu'on veut. On peut le saisir manuellement ou nous faire aider par le calendrier ici. Ensuite, on a un type date time local qui permet de saisir une date de 1 heure. C'est presque pareil. On a file qui permet de choisir un fichier qui se trouve sur votre appareil. On va faire un exemple. On va mettre label, fichier. On va mettre sélectionner un fichier. On va mettre input, type file, ID file, non, ID fichier et name fichier. On va mettre un BR ici. Maintenant, si j'affiche, vous voyez que j'ai bien un bouton qui me permet de sélectionner un fichier sur mon ordinateur. Et si par exemple je choisis ce fichier-là, il va être automatiquement mis dans la page. Month pour le mois, number qu'on a vu et ensuite on a password qui permet de saisir un mot de passe. Si par exemple en bas je vais mettre tout simplement passe, mot de passe.
Si je mets le type password et que je mets ID, pass, name, pass. Si j'enregistre et que j'affiche, vous voyez que j'ai bien un champ qui permet de recevoir un mot de passe. Maintenant, si je rentre dans des données, vous voyez que mes données seront automatiquement masquées avec des points. On a radio qu'on a déjà vu. On a range qui permet de choisir un nombre parmi une échelle. On a reset qui permet de réinitialiser le contenu qu'on a déjà vu. On a search qui permet de faire des recherches. Submit pour envoyer le formulaire. Téléphone qui permet de saisir des numéros de téléphone. Texte qu'on a vu. Temps pour entrer une heure par exemple. Et URL permet qui est presque comme le type email qui permet de rentrer l'URL. On a week qui permet de saisir une date représentée par un numéro de semaine et une année. Maintenant, pour les attributs, on a value qu'on a utilisé pour la valeur du champ. On peut mettre value, par exemple, sur un bouton qui indique l'étiquette du bouton. Le type, on a d'autres qu'on ne va pas vraiment s'en servir. L'attribut required qui permet de dire que ce champ est requis, il ne doit pas être vide. L'attribut read only qui permet de lire simplement un champ. On a l'attribut name qu'on a vu, etc. Maintenant, il y a aussi un petit attribut que je voulais vous montrer qui est l'attribut placeholder. L'attribut placeholder va permettre d'indiquer un petit texte en exemple dans un champ. Si par exemple dans le input du nom, je mets un attribut placeholder et que je mets exemple Jean, si j'enregistre et que j'affiche, en bas, vous voyez que j'ai bien un petit texte qui apparaît en fond dans mon champ de saisie. Quand je vais rentrer des données, il va disparaître automatiquement. Ensuite, il y a d'autres attributs que vous pouvez aussi expérimenter par vous-même. On a min, le nombre minimal de caractères et le nombre maximal de caractères que le champ peut recevoir. Et enfin, la taille du champ. Si on met dans le nom, par exemple, min, comme ça, et je mets 2 et pour longueur maximale, je mets 4, size, je mets 10. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, si par exemple je rentre une valeur, si j'essaie d'envoyer, il va me dire que je dois rallonger ce texte pour qu'il comporte au moins 2 caractères. Si par exemple je mets Marie, vous voyez, il va automatiquement m'interdire de mettre plus parce que j'ai défini la longueur maximale de 4. Et vous voyez que mon champ est devenu plus petit. Ça, c'est grâce à l'attribut size que j'ai mis à 10. Si j'avais mis 50, il serait plus large. Ensuite, il y a l'attribut select pour nos champs. On peut par exemple regrouper les options. Si par exemple si je veux regrouper mes pays par continent, il y a un élément qui s'appelle opgroup qu'on peut utiliser. Si on recherche opgroup, on dit que l'élément HTML opgroup utilisé dans un formulaire permet de créer un groupe d'options parmi lesquelles on peut choisir dans un élément select. Vous voyez, on a défini un select et à l'intérieur, on a mis des opgroups qui contiennent eux-mêmes des options. Donc, nous, on va grouper nos pays par continent. Je vais mettre d'abord opgroup ici. Je vais mettre un label à l'intérieur qui va prendre comme valeur Amérique, qui va contenir les pays d'Amérique ici. Et là, je mets un autre opgroup qui va prendre comme label Europe. Je vais mettre France. Ensuite, je mets un autre
pour, je vais mettre Afrique. Ensuite, je vais mettre pour Asie. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, si je descends et que j'ouvre ma liste de Hollande, on voit que mes pays sont regroupés par continent et je peux que choisir un pays. Je peux pas choisir le continent. Donc ça, c'est très pratique pour l'utilisateur pour qu'il puisse mieux choisir son pays. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la formation.